Bonjour à tous, petit point de situation en vidéo pour cette rentrée de septembre 2020. Donc nous sommes désormais plus de 2600 membres sur le groupe Facebook, Casse Moteur Renault, les deux TCE et DIGT. Sur notre site internet Casse Moteur Weebly, que vous trouverez facilement sur Google, plus de 970 cas se sont recensés, donc presque 1000 cas à peu près, pour une casse moyenne à hauteur de 64 000 km seulement, donc ce qui est assez consternant bien évidemment. Donc presque 1000 cas de recensés, ça laisse à penser qu'il y en a énormément plus évidemment, puisque ça ne représente que la partie émergée d'un plus gros iceberg bien entendu, puisque tous les cas qui ont été pris en charge, tout ou partie, ou tous les cas qui s'ignorent, ou tous les cas qui ne sont pas très férus d'internet, ne vont pas jusqu'à notre site pour se recenser. Donc évidemment on peut penser qu'il y a des milliers de personnes qui sont victimes des défaillances de ces moteurs et qui pour la plupart malheureusement ignorent faire partie de cette triste liste de victimes. Nous avions lancé également il y a quelques mois, en décembre de mémoire, une pétition sur le site mesopinions.com, pétition qui a dépassé les 11 700 signatures, on en est presque à 11 800 signatures, là aussi avec des centaines de cas qui se sont déclarés par ce biais-là. J'avais remis au ministère de l'économie et des finances à la ministre Agnès Pannier-Runacher cette pétition, et elle m'en avait fait une réponse étayée de 2 pages, qui était assez intéressante, puisque elle nous permettait, donc c'était en mai je crois que j'avais reçu cette réponse, et ça nous permettait d'établir le fait qu'ils sont tout à fait au courant, au ministère de l'économie et des finances, qui gère entre autres Renault bien évidemment, mais qui gère aussi cette ministre Agnès Pannier-Runacher, aussi pour charge la DGCCRF entre autres choses. Donc la DGCCRF, c'est l'organe d'État qui est censé protéger les consommateurs. Donc cet organe a été sensibilisé sur notre cause à de nombreuses reprises. Ils ont absolument tous les éléments en leur possession et ils n'en font strictement rien. Donc comme je le répète et je le rappelle à chaque vidéo. Donc sans vouloir rentrer dans des considérations politiques, on comprendra aisément que Renault est protégé par un État actionnaire, ce qui est tout à fait cohérent. Après, l'État est aussi censé protéger les consommateurs, donc les citoyens que nous sommes. Ces défaillances moteurs qui nous concernent tous sont susceptibles de causer des défaillances à pleine vitesse sur autoroute. Donc on en a à ce jour plus de 200 qui ont été recensés, donc c'est quand même assez important et c'est assez inquiétant. Et le fait qu'il y ait une inaction totale, une inertie totale de tous les organes d'État est absolument troublant. Donc voilà, moi je lance l'alerte, j'espère que il ne se passera pas un drame dans les mois qui viennent, parce que dans ce cas-là, des personnes auront à rendre des comptes de cela, quoi. Donc après, au-delà de ça, sur RMC, Votre Auto, l'émission radio du dimanche matin, dernièrement, comme il parle très souvent évidemment de nos défaillances moteurs, puisque ça fait l'objet de beaucoup d'appels de clients qui en sont victimes, donc ils ont mis en évidence aussi un aspect qui est assez terrible en fait pour l'image de la marque, c'est-à-dire que dans la mesure où Renault connaît ses défaillances et sait également qu'elles n'interviendront qu'à un certain nombre de kilomètres, et ils en jouent un petit peu, ils jouent un petit peu la montre. Donc je vous laisse écouter cet extrait qui est assez édifiant, qui en dit long. Ça peut arriver d'avoir des défauts de conception sur des moteurs, mais le truc c'est d'arriver à les prendre en garantie derrière. Et c'est ça en fait qui pour moi est le plus dommageable pour Renault, c'est qu'ils se cachent la tête dans le sable, étant donné que les problèmes commencent à arriver aux alentours de 50 000 km. Donc les garanties sont dépassées. La garantie légale des vis cachées c'est 5 ans, donc ils se disent on joue la montre et on a des chances de s'en tirer. C'est pas comme ça qu'on arrive à fiabiliser des clients, je suis désolé. C'est certain. Eh ben non. Voilà, donc on peut s'étonner quand même de l'attitude de Renault par les temps qui courent, alors qu'ils ont des chiffres qui sont quand même assez terrifiants ces derniers temps, et qu'il est question de fermeture de sites. Donc ils payent tout de même une politique qui a été menée par Carlos Ghosn, qui recherchait à tout prix
à réduire les coûts de production. Et maintenant, on peut se rendre compte que c'était au détriment, de toute évidence, de la fiabilité des produits qu'ils ont pu vendre. Donc aujourd'hui, quel est l'avenir qu'ils envisagent avec leur relation clientèle? On peut le constater sur ce dossier des 1 litre de TCE, de toute évidence, ils traitent leur clientèle par le mépris et jouent la montre, c'est un fait. Si c'était le contraire, s'ils étaient vertueux et qu'ils assumaient leurs errements, alors les rappels auraient été effectués depuis très longtemps, puisqu'on le sait, depuis 2015, ils connaissent ces défaillances. Et les modèles qui ont été produits à partir de la mi-2016 ont été reprogrammés. Donc cette reprogrammation trahit évidemment que les moteurs de la première génération n'étaient pas bons, ils avaient des défauts. Donc pourquoi n'y a-t-il pas eu de rappel et pourquoi aujourd'hui les défaillances ne sont pas assumées pleinement à 100% par les constructeurs que sont Renault et Nissan? La question reste en suspens. Alors face à ces défaillances, les consommateurs et victimes que nous sommes ne restent pas inertes, donc nous essayons de trouver des solutions pour fiabiliser des moteurs que le constructeur n'arrive pas lui à fiabiliser. À ce titre, depuis quelques mois, l'un de nos membres a développé une solution, puisque lui-même a été victime avec 2 4JAR dont les numéros de série se suivaient sur la ligne de production. Il a été victime donc de défaillances diverses et variées, donc et l'un des 2 véhicules a été, sur lequel l'un des 2 véhicules a été contraint de remplacer le moteur. Donc cette solution technique est la pose d'un décanteur d'huile sur le circuit reniflard. Donc pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que les problèmes de pression à l'admission engendraient des remontées d'huile, notamment par ce circuit reniflard. Donc c'est l'une des causes principales de défaillance. Ce n'est pas la seule, hein, je précise. Il y a aussi des problèmes de préallumage, donc de non-détection de cliquetis qui peuvent endommager sur du plus long terme, je pense, le moteur. Mais la pose de ce décanteur aurait des effets très, très pertinents, très intéressants. Donc moi je vous engage à venir voir ça sur le groupe Facebook, donc la page privée Facebook, donc pour développer un petit peu et discuter un petit peu autour de ça. Alors les suites de notre action, à ce jour, nous ne pouvons toujours pas espérer de recours collectif au niveau français. Malheureusement, la loi Hamon de 2014 ne s'y prête absolument pas dans ce genre de cas. Les associations agréées que sont l'UFC Que Choisir ou la CLCV notamment, elles sont 15 en France, n'ont pas ni les moyens ni le courage de se lancer dans une telle lutte en fait. Il y a très peu de dossiers d'ailleurs au niveau national qui sont actuellement en cours ou qui ont abouti à des résultats. Donc cette loi Hamon, ce recours collectif n'est qu'un miroir aux alouettes. Donc pour la France, il faut un peu l'oublier, à moins que des condamnations ne tombent en nombre et que dans ce cas-là, les associations pourraient s'engouffrer dans la brèche pour lancer un recours. Donc notre plus gros espoir à l'heure actuelle, c'est que les personnes qui sont actuellement parties en juridique et qui sont de plus en plus nombreuses, bien évidemment, finissent par aboutir. Donc personnellement, moi je ne doute pas que des condamnations finiront par tomber. Après, sous quel délai espérer cela, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que le jour où des condamnations commenceront à tomber, évidemment, ça ouvrira une brèche dans laquelle on pourra évidemment s'engouffrer. Alors, le dernier espoir, et non des moindres, c'est que le recours collectif européen, cette fois-ci, donc le texte de loi a été adopté il y a quelque temps et il est désormais maintenant dans les tuyaux et il va devoir être mis en application aux États membres. Donc, sous combien de temps de mémoire, il me semble que c'est un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi de délai maximum pour l'applicabilité aux États membres. Mais ce recours collectif est bien réel et est un réel espoir dans la mesure où finalement, à partir du moment où une action pourra être engagée dans n'importe quel État, nous pourrons nous y greffer. Et nous, donc si c'est une action s'ouvre en Angleterre dans ce dossier-là contre Renault-Nissan, il sera possible aux usagers français, aux consommateurs français de s'y greffer, de rentrer dans ce recours.
Donc ça c'est réellement une très grosse avancée, ça fait face, ça répond aux attentes nées du Dieselgate, hein, où selon les États de l'Union Européenne, il était possible ou pas du tout d'engager des recours. Je sais qu'en Angleterre ça a été très compliqué, ils n'ont rien pu obtenir, alors qu'en Allemagne c'est actuellement en cours et ça fait grand bruit. De la même manière en France, il y a des poursuites qui sont engagées, il y a une information judiciaire contre Renault notamment, hein, dans le cadre du Dieselgate, qui est engagé depuis 2017 de mémoire, et à l'heure actuelle évidemment il ne se passe strictement rien, donc il n'y a aucune condamnation, alors que les enquêteurs donc ont permis de mettre en évidence des tricheries aux normes anti-pollution. Je rappelle également que dans le cadre de nos moteurs, il y a le service de surveillance du marché des véhicules en Angleterre qui en 2016 avait eux aussi été jeter un coup d'œil et tester en conditions réelles de conduite les rejets de NOx de nos véhicules, de nos moteurs. Donc c'était testé sur un Qashqai, un litre de TCE 115, donc le DIGT. Entre les tests d'homologation et les tests en conditions réelles de conduite, les rejets étaient du simple au 10 fois plus, donc c'est-à-dire que c'était décuplé par 10 en conditions réelles de conduite. Donc évidemment, les suspicions sont énormes, mais à l'époque, il devait répondre au test NEDC, donc c'est-à-dire qu'il ne devait répondre qu'au test d'homologation en atelier. Les résultats de ces tests d'homologation, bien que très troublants, ont donné lieu donc à des questions qui ont été posées au constructeur Nissan, qui a répondu qu'effectivement eux aussi avaient les mêmes infos et les mêmes résultats, et que cela ne les surprenait pas outre mesure, mais comme ils avaient satisfait au test d'homologation, ils n'avaient pas véritablement plus à s'exprimer, ils s'engageaient juste à respecter les homologations des moteurs Euro 6, donc les moteurs suivants, quoi. Donc, bref, ils n'ont pas été inquiétés dans ce secteur-là. Pour autant, ces résultats ont quand même été transmis notamment au pôle santé du parquet de Paris, qui enquête notamment sur le Dieselgate Renault. Donc pour l'instant, aucun retour. Pour autant, quand on lit ce dossier-là, on peut quand même se demander s'il n'y a pas des choses un peu troublantes et quelque chose un peu étonnant à creuser quand on a des rejets qui passent du simple à 10 fois plus entre les tests d'homologation et les conditions réelles de conduite. Donc c'était quand même véritablement le seul véhicule qui explosait les seuils à ce point-là, donc ça pose beaucoup de questions, notamment quand on sait que pour passer ce véhicule sur le banc de test, donc sur le dynamomètre, il était nécessaire de poser un faisceau de câblage spécifique, donc c'était l'un des seuls véhicules sur lequel il fallait physiquement intégrer un dispositif particulier, donc là aussi on peut être amené à se poser des questions. Donc en l'occurrence, on ne pourrait évidemment pas parler de triche de logiciel truqueur. Pas de logiciel truqueur, non, mais un matériel qui permet de contourner plus ou moins la réglementation de façon un peu astucieuse. Oui, on peut tout à fait envisager ça. Voilà, donc la question reste en suspens. Toujours est-il que le constructeur visiblement respectait bien entendu les normes de l'homologation NEDC de l'époque. Sur le banc de test, il les respectait, en effet. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce petit briefing de rentrée. Donc je vous ferai un petit topo à chaque fois qu'il y aura des développements dans notre dossier. Ne vous inquiétez pas. Et donc je compte sur vous aussi pour cliquer, pour vous abonner. Je ne sais plus si c'est à gauche ou si c'est à droite. Vous faites votre choix. Vous cliquez sur le petit logo et comme ça vous serez notifié quand je posterai des nouvelles vidéos. Voilà, merci à vous, à bientôt.